Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Visite inédite du roi Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. Ce dernier a été accueilli ce mardi 7 juin à Kinshasa par le président congolais Félix Tshisekedi. Une visite sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie. Le Mozambique et la Guinée équatoriale entrent dans une nouvelle dynamique. 2 accords de coopération ont été signés à l'issue de la visite d'État de 3 jours du président Philippe Nyusi auprès de son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo. Détail à suivre dans cette édition. Et l'Égypte, premier importateur de blé tendre au monde, est considérablement impacté par le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ses principaux fournisseurs en blé. Pour répondre aux besoins quotidiens de la population, le pays des pharaons opte pour la diversification de ses sources d'approvisionnement. Mais tout d'abord, la République démocratique du Congo reçoit depuis ce mardi 7 juin la visite du roi Philippe de Belgique pour une durée de 6 jours. Accompagné d'une délégation gouvernementale et de son épouse, le roi Philippe a été accueilli à l'aéroport de Njili par le président congolais Félix Tshisekedi et son épouse. Rappelons qu'il s'agit de la première visite du roi belge à Kinshasa depuis sa prestation de serment en 2013. Initialement prévue en 2020, cette visite avait été ajournée à cause de la pandémie de Covid-19. Et cette visite du roi belge en République démocratique du Congo se fait sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie, avec au menu des discussions diplomatie, politique, économie et sécurité. Un séjour diversement apprécié au sein de la population congolaise. Plus de détails avec Corinne Camden. Philippe, roi de Belgique en visite officielle en République démocratique du Congo. Sa première visite dans l'ancienne colonie belge depuis le début de son règne en 2013. Cette visite intervient 2 ans après que le roi Philippe, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo-Kinshasa, a exprimé dans une lettre adressée au président Félix Tshisekedi ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation. Mais malgré sa forte portée symbolique, l'annonce de cette visite reçoit un accueil mitigé dans la capitale congolaise. Certains s'interrogent sur le sens de cette visite. Je souhaite que notre président s'occupe de ce qui est important pour les Congolais, au lieu de créer des dépenses inutiles en invitant le couple royal. Nous avons des choses importantes à régler ici, comme l'enseignement. Les enseignants ne sont pas bien payés, mais le président préfère inviter le roi des Belges pour faire quoi? Pour nous piller à nouveau? En 2020, le roi Philippe a exprimé ses profonds regrets pour les souffrances et humiliations infligées au Congo pendant 75 ans de domination belge. La période la plus sombre de cette domination s'est faite sous le règne du roi Léopold II. Entre 1885 et 1908, l'administration belge du roi Léopold II a orchestré un système d'exploitation qui a fait des millions de morts au Congo. En tant que Congolais, je peux dire soyez la bienvenue, Sa Majesté, en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, ayez quand même le courage de dire pardon aux Congolais. Un simple regret que vous avez exprimé ne suffit pas. Il y a une chose vraiment très importante à laquelle nous nous attendons, c'est qui nous ramène les reliques de Patrice Emery Lumumba, tel que promis. Là, ça c'est notre attente, ça c'est notre vraie attente. Cette visite du roi Philippe est censée donner un souffle nouveau aux relations entre la Belgique et son ancienne colonie, la République démocratique du Congo. Son voyage comprend 3 étapes, Kinshasa, ensuite Lubumbashi dans le sud-est et Bukavu dans l'est, région en proie depuis près de 3 décennies aux violences de groupes armés.
Toujours en République démocratique du Congo, au moins 10 personnes ont été tuées et 5 autres ont été blessées dans une attaque perpétrée dans la nuit du 6 juin par des miliciens contre un camp de pêche de la province de l'Ituri dans le nord-est du pays. Selon les autorités, les assaillants ont tiré sur des pêcheurs qui s'apprêtaient à une nuit de pêche sur le lac Albert. Rappelons que la province de l'Ituri est sous état de siège depuis mai 2021, mais malgré ce dispositif d'exception, la paix peine à revenir dans cette région et les violences armées sont en nette augmentation. La célébration de la Pentecôte, fête chrétienne, a tourné au drame au Nigeria. Des hommes armés ont attaqué le 5 juin une église catholique dans l'état d'Ondo, située dans le sud-ouest du pays, zone habituellement épargnée par les bandes criminelles. De nombreux fidèles venus assister à la messe ont été tués. Le bilan humain diffère selon les sources. Au moins 21 personnes selon les autorités locales et une cinquantaine selon les équipes médicales. Les précisions de Robin Lozano. Un massacre perpétré dans une église au Nigeria aurait causé la mort d'au moins 21 personnes selon les autorités locales. C'est dans l'église catholique Saint-Francis dans la ville d'Owo au sud-ouest du pays que ce dimanche, des hommes armés ont ouvert le feu sur des pratiquants en pleine messe de Pentecôte. Selon un témoin, les assaillants étaient au moins 5 et de la dynamite aurait également explosé au sein de l'église. Cette violente attaque n'ayant pour l'instant pas été revendiquée a suscité la terreur chez les rescapés. Tout à coup, alors que la messe était sur le point de se terminer, nous avons entendu 2 coups de feu près de ce côté, alors tout le monde s'est mis à courir. J'ai moi-même commencé à courir vers les sanitaires. J'ai trébuché. En tant que vieil homme, je ne pouvais plus me relever. J'ai commencé à ramper jusqu'à ce que j'arrive au fond des toilettes. C'est de là que j'ai vu une fenêtre. J'y ai passé une de mes jambes, puis je suis tombé de l'autre côté. C'est comme ça que je leur ai échappé. Difficile d'échapper à ces attaques religieuses fréquentes dans le pays le plus peuplé d'Afrique, lieu de tension entre une communauté majoritairement musulmane au nord et majoritairement chrétienne au sud. La région du sud-ouest du Nigeria avait cependant été relativement épargnée jusqu'ici. Le vice-président Yemi Osinbajo et l'ancien gouverneur du Lagos, Bola Tinubu, favoris des primaires de l'APC, le parti au pouvoir qui ont lieu cette semaine, se sont rendus à l'église d'Owo ce lundi. Je suis ici, comme vous le savez, au nom du président de la République fédérale du Nigeria ainsi que du gouvernement, afin d'exprimer nos plus sincères condoléances à l'église et aux habitants de cette communauté. À moins d'un an des élections présidentielles de février 2023, cette attaque vient renforcer un climat d'insécurité au Nigeria, notamment dû à la présence de Boko Haram dans le nord-est du pays. Le groupe djihadiste avait déjà pris pour cible des églises au long d'un conflit qui a déjà fait 40 000 morts et 2 millions de déplacés dans le pays. La collaboration entre le Mozambique et la Guinée équatoriale entre dans une nouvelle dynamique. 2 accords de coopération ont été signés au cours de la visite d'État du président mozambicain Filipe Nyusi et qui a été reçu du 1er au 3 juin par son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo. Une visite qui vient raffermir les relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Le point avec Amenej. Pour la toute première fois, le président mozambicain Philippe Jacinto Nyusi a effectué une visite d'État en Guinée équatoriale du 1er au 3 juin 2022. Reçu par son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo, les 2 chefs d'État ont abordé les sujets d'intérêt commun au profit de leurs 2 nations et de la mise en œuvre de nouvelles stratégies de coopération. Votre visite offre l'occasion d'aborder d'importantes questions d'intérêt commun au profit des 2 nations et de concevoir de nouvelles stratégies et mécanismes de coopération et de collaboration pour promouvoir le développement et le bien-être entre le Mozambique et la Guinée équatoriale. La République de Guinée équatoriale et la République du Mozambique partagent la politique de condamnation du néocolonialisme, des actes de terrorisme et de l'ingérence étrangère dans les affaires politiques intérieures qui créent aujourd'hui des problèmes en Afrique.
2 accords de coopération ont été signés lors de cette visite. L'un porte sur l'exemption réciproque de visa pour les propriétaires de passeports diplomatiques et de services. Et l'autre est relatif au protocole d'accord en matière de culture et de tourisme. Selon le chef d'État équato-guinéen, la visite d'État du président mozambicain a été l'occasion d'entamer les pourparlers pour renforcer la lutte contre les menaces auxquelles les 2 peuples sont confrontés, la crise économique et sanitaire, le terrorisme et les changements climatiques. Donc le rapprochement de la Mozambique et la Guinée équatoriale permettra alors de développer un partenariat diplomatique par rapport à des questions d'urgence qui s'imposent sur le continent essentiellement africain. Cette visite vient raffermir les relations d'amitié et de coopération entre Maputo et Malabo. Notons que la Guinée équatoriale est l'un des principaux soutiens de la candidature du Mozambique pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui sévit depuis février dernier bouleverse l'approvisionnement alimentaire mondial et notamment l'approvisionnement en blé, matière première essentielle pour la fabrication du pain, aliment de base de 70% des Égyptiens. L'Égypte prévoit donc de diversifier ses sources d'approvisionnement pour combler le déficit. Les explications de Corinne Camden. Longtemps premier importateur mondial de blé, l'Égypte a été sonnée par l'invasion russe de l'Ukraine qui a perturbé l'approvisionnement en blé par les 2 pays. La Russie et l'Ukraine fournissaient auparavant plus de 80% des importations égyptiennes. Notons que le pays importe également 98% de ses besoins en huile végétale, dont 70% proviennent des 2 pays. Si le conflit russo-ukrainien a perturbé l'approvisionnement mondial en denrées alimentaires stratégiques, rendant l'Égypte vulnérable, la pandémie de Covid-19 a heureusement obligé le pays à augmenter ses réserves. Il essaie maintenant de diversifier ses sources d'importation de nourriture. Nous avons commencé à importer de l'Inde afin de sécuriser les besoins de notre population en produits stratégiques. Son Excellence, le Président, a ordonné au gouvernement de garantir une quantité adéquate de réserves dans tous les aliments stratégiques. Nous avons donc des réserves jusqu'à la fin de cette année civile. Le pain est la denrée alimentaire de base en Égypte. 88% de la population bénéficie de subventions pour le pain, ce qui a coûté au gouvernement quelques 3,3 milliards de dollars américains en 2021. Bien que le pays ait pour l'instant assuré ses besoins en céréales stratégiques, certains experts estiment qu'il devra réduire sa consommation pour faire face aux pénuries de blé attendues si le conflit russo-ukrainien dure plus longtemps. Entre-temps, l'Égypte prévoit d'augmenter sa production de blé pour couvrir jusqu'à 65% de ses besoins l'année prochaine. C'est le seul moyen de surmonter la crise, car l'offre mondiale de blé a été considérablement réduite. Des pays comme l'Inde restreignent et interdisent leur exportation de blé. Il est très important que l'Égypte agisse pour réduire sa consommation de blé. La consommation moyenne de blé en Égypte est de 180 kg par habitant. La moyenne mondiale est de 80 kg. La crise alimentaire actuelle s'accompagne d'une flambée des prix du pétrole et des répercussions économiques de la pandémie de Covid-19. Le mois dernier, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a déclaré que l'impact économique du conflit russo-ukrainien était le pire depuis des décennies. Cette semaine, le Bureau du Moyen-Orient du Programme alimentaire mondial a déclaré qu'il s'agissait de la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une sportive de haut niveau retraitée, mais toujours active. La basketteuse franco-camerounaise Pauline Ekombi a décidé de rester dans le milieu du sport en créant sa propre structure pour venir en aide aux sportifs professionnels. Il s'agit d'un salon de l'emploi dédié aux athlètes. Plus de détails avec José Douglas. Pauline Ekambi fut l'une des meilleures basketteuses franco-camerounaises des années 80-90 et a remporté 2 médailles d'argent lors du championnat d'Europe junior en 1981 et du championnat d'Europe en 1993. Elle a évolué aux USA, à NCAA et a détenu le record de France des sélections en équipe de France, 254 au total. Née en 1962 d'une mère française et d'un père camerounais, elle reste très attachée au pays de son père, suit de près l'évolution de l'équipe féminine et les jeunes camerounaises qui évoluent partout dans le monde du basket. À l'âge de 31 ans, elle met un terme à sa carrière et monte une structure pour aider les sportifs qui rentrent dans la vie active. La première partie de notre mission consiste à accompagner les sportifs
vers leur employabilité qui soit professionnelle, semi-professionnelle. Quand on dit semi-professionnelle dans un sport comme le basket, c'est jusqu'en minimum national 2. Une vraie légende du basket. En 2010, elle a décroché une certification en stratégie de communication à HEC de Community Manager, d'où sa start-up Sportail Community, plateforme qui connecte les sportifs de haut niveau. Elle organisera le mardi 14 juin, en collaboration avec la mairie de Paris, en France, le salon européen After Sport, salon de l'emploi au format hybride en présentiel et en virtuel, dédié aux sportifs pro et semi-pro en activité, anciens, valides et handisport, issus des sports olympiques et non olympiques. C'est pas le problème de reconversion en lui-même, c'est que on est depuis l'adolescence enfermé dans une bulle, sciemment par obsession de la performance. Je dis sciemment de la part souvent des dirigeants, des entraîneurs, etc. Bon, ça change aujourd'hui, mais ça persiste encore dans certains sports. L'ex-basketteur international centrafricain Michael Mokongo n'a pas hésité à frapper à la porte de Pauline Ekambi, qui l'aide à lancer lui aussi sa plateforme Stadium Prime, qui a vu le jour en avril 2022, pour la mise en relation entre les joueurs professionnels et amateurs d'Afrique et dans les disciplines telles que le basket, le football, le rugby et d'autres avec les clubs pro et amateurs. Pauline et Michael donneront d'autres détails sur leur collaboration le 14 juin à l'occasion du salon qui se tient à la mairie de Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.